Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Mathieu Ozano. Mathieu Ozano est journaliste, spécialiste du pétrole. Il est auteur du blog Oilman, chronique du début de la fin du pétrole, et a publié en 2015 Or Noir, la grande histoire du pétrole aux éditions de la Découverte. C'est un gros livre passionnant et à mon sens indispensable pour comprendre comment cette énergie incroyablement abondante et pas chère qu'est le pétrole a façonné le monde moderne à tous les points de vue et qui aujourd'hui pose deux grands problèmes intimement liés qui sont l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Le XXe siècle, dont on récolte les fruits actuellement, se caractérise en premier lieu par une expansion sans précédent de la puissance humaine, de l'expression donc d'une puissance énergétique. Et à la base de ça, dans les grands bouleversements qui ont eu lieu au XXe siècle, il y a une source d'énergie qui est le pétrole. Mathieu Ozano est également directeur du think tank le Shift Project, qui œuvre en faveur d'une économie décarbonée et souhaite influencer le débat sur la transition énergétique. Avec cette histoire de transition énergétique se joue la crise fertile ou fatale pour nos sociétés techniques avides d'énergie. Nous avons parlé de l'univers impitoyable du pétrole, de son rôle décisif dans l'expression de la puissance des nations, des limites de la croissance, de sobriété et de l'urgence pour nos sociétés de passer de la crise d'adolescence à l'âge adulte. Mathieu Ozano, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste, spécialiste des questions à la croisée de l'économie et de l'écologie. Tu es aussi directeur du Shift Project depuis quelques années, 2 ans. Et tu as publié en 2015 Or Noir, qui est une somme d'informations sur l'histoire du pétrole depuis ses origines. Je voulais d'abord savoir comment t'en es arrivé à t'intéresser aux questions de l'énergie et du climat et particulièrement au pétrole. Comment c'est venu ? C'est venu par beaucoup d'expériences personnelles, peut-être des choses assez intuitives, peut-être Dallas, que je regardais la série Dallas que j'ai regardée quand j'étais gamin. Je viens des Landes, il y a des puits de pétrole, il y a du pétrole dans les Landes. Il y a aussi une base aérienne très importante militaire près de chez moi. Donc j'ai peut-être fait cette association mentale entre le pétrole et les enjeux lourds qu'il charrie. Et puis plus globalement, je suis économiste de formation et écologiste de cœur. Et quand on croise les deux, on tombe l'écologie et l'économie. D'abord, il y a ce paradoxe. Il y a ce paradoxe que ces deux mots s'opposent alors qu'ils parlent fondamentalement de la même chose, de la maison, éco, en grec, éco. L'écologie, c'est le savoir, le langage, la parole sur la maison, et l'économie, c'est l'ordre de la maison. Donc normalement, c'est deux notions qui devraient, enfin la première devrait englober l'autre, et on voit bien qu'elles se repoussent comme deux pôles magnétiques. Mais quand on les croise intellectuellement, quand on fait cet exercice de croiser économie et écologie, on tombe très rapidement sur l'énergie. On y reviendra peut-être sur la raison pour laquelle on tombe sur ce rôle prépondérant cardinal de l'énergie. Et puis en plein milieu de ces enjeux énergétiques, il y a le pétrole. Et donc, Or Noir, tu fais le choix d'avoir un prisme de lecture par les conditions physiques de l'histoire. Et c'est en fait une sorte de relecture de l'histoire du XXe siècle par le prisme de l'énergie abondante et pas chère qu'est le pétrole. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, justement, de ce choix de cette lecture et de comment le pétrole a transformé le monde ? Oui, c'est ça. C'est finalement ce à quoi je faisais allusion dans ma réponse précédente. Quand il se passe quelque chose dans la vie, aussi à l'échelle, à toute échelle, quelque chose qui se passe, c'est un phénomène énergétique. Donc le XXe siècle, quand on regarde l'histoire humaine, les événements humains, ce qu'il se passe chez les hommes, le XXe siècle dont on récolte les fruits actuellement, se caractérise en
en premier lieu par une expansion sans précédent de la puissance humaine, de l'expression donc d'une puissance énergétique. Et à la base de ça, dans les grands bouleversements qui ont eu lieu au XXe siècle, il y a une source d'énergie qui est le pétrole. Il y a eu d'abord le charbon, qui a présidé à beaucoup d'évolutions au XIXe siècle et en tout cas en Occident jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et puis c'est le pétrole qui ensuite a pris le relais sans remplacer du tout d'ailleurs le charbon, puisque la consommation de charbon continue à augmenter jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est le pétrole qui a permis à l'humanité de réaliser les prouesses les plus inouïes, et qui nous a à rebours, à contrario, pris, enserré dans des enjeux mortels pour un certain nombre de sociétés, en particulier au Moyen-Orient, seulement. Et puis ces enjeux mortels aujourd'hui, ils concernent désormais l'humanité entière. Si on regarde à la fois que ce soit le problème du réchauffement climatique ou le problème potentiel de l'épuisement précisément de cette source de puissance incommensurable qui a permis de faire toutes ces transformations au XXe siècle, qui est le pétrole. En fait, ce qui est vraiment frappant à la lecture du livre, c'est que vraiment l'histoire du pétrole, elle se confond avec l'histoire tout court, à tous les points de vue au niveau oui, précisément. politique. Voilà, puisque dès qu'il se passe quelque chose, si vous voulez, voilà, le XXe siècle, c'est l'expression d'une puissance sans précédent. Si vous voulez effectuer une puissance, un physicien comprend ça, ou même quelqu'un qui a pas complètement dormi dans ses cours de physique au lycée, comprend bien que si vous voulez effectuer une puissance, il vous faut des ressources adéquates en énergie, puisque la puissance en watts, qu'on mesure en watts, c'est tout simplement un rapport entre l'expression d'un flux d'énergie sur le temps. Un joule par seconde. Un watt, c'est un joule par seconde. Donc, quand vous parlez de puissance, on parle beaucoup, très naturellement, et sans forcément y réfléchir, de la puissance économique d'un pays, par exemple, ou même de sa puissance militaire, ou de la puissance d'un individu. C'est très intéressant de regarder quelles sont les sources d'expression de cette puissance. Qu'est-ce qui lui a permis d'exprimer cette puissance, ou au contraire, qu'est-ce qui l'a empêché de l'exprimer naturellement, physiquement. Il y a dans cette capacité à exprimer ou cette impossibilité à exprimer une puissance, un problème énergétique. Et comment justement ces profits énormes, enfin inégalés de l'industrie pétrolière ont structuré le capitalisme moderne, enfin tel qu'on le connaît encore? Le pétrole, c'est un sacré don que nous a fait Mère Nature. Un don dans le sens où c'est une forme d'énergie qui, en tout cas à l'âge d'or de cette industrie, au temps de Rockefeller, ou encore il y a pas si longtemps, en Occident, et encore aujourd'hui autour du Golfe Persique, c'est une source d'énergie qui rend une infinité de services, mais qui ne vaut pas très cher. En fait, un litre d'essence brute, ça vaut moins cher qu'un litre d'eau minérale. Bon, alors l'eau minérale est indispensable à l'expression de la puissance humaine. C'est pas tout à fait une source d'énergie, mais sans eau, la fête se termine assez rapidement pour l'individu. Mais on peut faire cette analogie avec le pétrole. Pour le fonctionnement des sociétés humaines. On peut aussi dire que quelque part les flux de pétrole qui énervent l'humanité sont un peu comme un réseau sanguin. Un pipeline, c'est une sorte de jugulaire. Et donc cette source d'énergie s'offre quasiment parce qu'elle est très peu chère. En tout cas, au XXe siècle, jusqu'au XXe siècle, elle était très peu chère à exploiter et elle offre des services inestimables. La conséquence de ça, c'est que il y a jamais eu une source de profit dans quelque activité économique que ce soit aussi généreuse que le pétrole. C'est pas pour rien qu'on parle d'or noir. C'est parce que pour des raisons physiques, cette commodité, cette denrée-là, offre un rapport inégalable entre les services qu'elle fournit et le coût de son extraction. Donc,
c'est parfaitement naturellement que John Rockefeller, qui a été le fondateur de la Standard Oil, a été et reste peut-être l'homme le plus riche de tous les temps, dont la fortune, ou en tout cas la source de profit incommensurable qu'il a réussi à mettre au jour à travers sa compagnie, la Standard Oil, qu'on connaît aujourd'hui encore sous le nom d'Exxon, et d'autres filières, a pu innerver précisément ou alimenter l'émergence de Wall Street. Et typiquement, les deux grandes banques qui ont été les deux piliers, qui restent encore les deux piliers de Wall Street, les deux plus grandes banques américaines, la Chase Manhattan et ce qui est devenu Citibank, sont deux banques Rockefeller. La première est directement la Chase Manhattan a été même longtemps dirigée par un petit-fils de Rockefeller, David, et la seconde, Citibank, c'est une banque qui a été créée grâce au profit de la Standard Oil par le petit frère de John Rockefeller. Elle n'a pas été créée, ce sont les capitaux que John a demandé à son petit frère William d'aller investir dès 1870 à Wall Street, qui ont finalement donné l'émergence de cette seconde principale banque américaine, qui sont véritablement, voilà, la Chase et le Citibank, qui sont véritablement les deux piliers du capitalisme américain. Et la politique américaine est encore aujourd'hui influencée par les puissances, enfin le poids des héritiers des puissances industrielles et pétrolières. Oui, on peut même aller plus loin. Je considère qu'il y a une parfaite cohérence dans la démence de Donald Trump, qui est l'héritier de la dynastie Bush, qui elle-même s'inscrit dans une logique d'expression de la puissance américaine, dont les maîtres de l'empire américain comprennent dès les années 20 qu'elle est tributaire de sa capacité à mettre la main sur de l'énergie en abondance et à bas prix. Et c'est dans cette cohérence-là que réside la démence qui consiste à dire les accords de Paris sur le climat, ça ne concerne pas. Parce que précisément, toucher, limiter, prétendre, parce que c'est de ça dont il s'agit évidemment quand on parle de changement de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, c'est précisément évidemment restreindre l'usage, voire complètement arrêter de se servir de pétrole, de gaz naturel, qui est une forme d'hydrocarbure, et de charbon. Et pour un pays comme les États-Unis, mais aussi bien pour peu ou prou pour toute puissance, précisément pour toute puissance économique, jusqu'à présent, la source énergétique de cette puissance, ce sont précisément ces énergies fossiles. Donc si vous voulez perpétuer la puissance américaine, mais tout aussi bien la puissance chinoise ou la puissance économique européenne, si vous voulez perpétuer cette puissance en business as usual, vous n'avez pas tellement envie de sortir les énergies fossiles. Et, comment, du coup, est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que toi, tu as une opinion ou un avis qui dit que l'humanité n'a pas vraiment choisi le pétrole, c'est la pente de la moindre résistance. Oui, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Mais c'est intéressant comme ça n'a pas été un choix raisonné de dire ni le charbon ni le pétrole. Je pense que tu touches là exactement au nœud le plus profond du problème de la transition énergétique. C'est la volonté, c'est ce que Spinoza appelait la volonté de persister dans l'être. La volonté de en fait, ce désir, la libido qui conduit à chercher naturellement à maximiser sa puissance, elle est vraie pour un État, elle est vraie pour une armée, mais ça serait très hypocrite, même si on est de gauche, d'extrême gauche, ou décroissant, de balayer d'un revers de main le fait que cette volonté de puissance, quand on trouve ces notions fondamentales en philosophie, qu'on retrouve ou même dans la religion, qu'on retrouve chez Nietzsche, chez Spinoza, chez tout un tas d'immenses philosophes, cette volonté de maximiser l'expression de la puissance, c'est quelque chose qui est, j'ai même pas dire humain, naturel.
profondément ancré dans nos gènes. C'est même, il y a même des gens qui ont écrit sur voilà, cette notion de gène égoïste, etc. La volonté de maximiser la puissance, elle est universelle. C'est bien pour ça ça nous demande un retour sur nous-mêmes et une grande intelligence et une grande lucidité de nous dire que vouloir prétendre maximiser la puissance de l'humanité, de l'échelle étatique, de l'échelle des grandes entreprises à l'échelle individuelle, c'est littéralement considérer que c'est une très bonne idée de scier la branche sur laquelle on est assis. Et c'est ce défi-là d'intelligence qui est collective, qui est adressé aujourd'hui à l'humanité. Et tu penses que c'est possible d'aller contre cette volonté de puissance, contre finalement le mouvement de la vie, quoi, de dissiper le plus d'énergie possible tant qu'on en a? Il y a plein de sociétés, il y a plein d'exemples d'abord historiques. Moi, je me nourris beaucoup d'exemples historiques où l'on voit que les humains sont capables de faire ce retour sur soi. Il y a des sociétés qui se sont massivement simplifiées, qui sont devenues davantage sobres en période de crise. C'est pas la majorité. La majorité se sont effondrées. On a aujourd'hui des outils d'information qui nous permettent d'arriver à ce raisonnement. On est nombreux à y arriver à ce raisonnement. Il n'est pas très compliqué. C'est aussi des raisonnements qui sont aussi profondément ancrés dans la culture collective. Un enfant de 5 ans comprend l'expression « il ne faut pas brûler la chandelle par les deux bouts ». On a des ressorts comme ça dans la sagesse paysanne qui est pas si loin, qui est pas encore disparu en nous. Donc bien sûr, oui, je crois que c'est possible. On voit du coup que le pétrole, c'est une explosion de puissance et qu'il y a une relation très forte entre la puissance politique, économique, militaire et l'énergie. Quand est-ce que les États et même les entreprises ont compris, ou en tout cas se sont vraiment formulés que l'énergie, c'était la puissance? Très vite. Et ça, de ce que j'en ai, de ce que j'ai pu explorer, la source la plus frappante. Alors il y a des gens qui ont plus qu'une intuition de ça, mais il y a une phrase que j'aime bien citer, qui me semble parfaitement emblématique parce qu'en plus elle arrive à un moment qui est très symptomatique. C'est une phrase qui a été écrite par Calvin Coolidge, qui était le président américain des années 20. Ce que aux États-Unis on n'appelle pas les années folles, mais on les appelle ça les Roaring Twenties. Donc le rugissement. Alors le rugissement, on peut commencer. Moi, souvent quand je pense à cette expression, je pense au lion de la métro Goldwyn-Mayer, mais on pense aussi au rugissement d'un moteur. Et en fait, il y a un lien, puisqu'en fait Hollywood poussait pas très loin de champs de pétrole de Los Angeles, puisque Los Angeles ça a été un peu Kuwait City, précisément à l'époque où l'usine à rêve d'Hollywood s'est développée. Donc Calvin Coolidge, à cette époque-là, écrit dans une analyse géostratégique qu'il transmet à son gouvernement, il écrit cette phrase à un moment où les États-Unis sont premier producteur mondial de pétrole, et où la puissance américaine précisément, on peut je sais pas, les tintinophiles se rappellent peut-être de Tintin en Amérique, ces villes qui poussent du jour au lendemain comme ça, c'est pas du tout un mirage ou une vue de l'esprit. Il y avait cette explosion là. Donc Calvin Coolidge écrit à ce moment-là, il observe, il dit, il est possible que finalement la puissance des nations soit d'abord tributaire de sa capacité à mettre la main sur des ressources adéquates en pétrole. Je cite pas littéralement, mais c'est l'idée. Donc il y a cette réalisation, et dès ce moment-là, aux États-Unis, Churchill avait compris ça même avant, on peut en parler, mais il y a avec l'essor de la puissance industrielle, des gens clairvoyants aux commandes réalisent très vite que une condition sine qua non pour l'expression de la puissance industrielle, c'est d'avoir soit beaucoup de charbon, soit beaucoup de pétrole, soit si possible les deux. Et c'est Churchill qui avait fait changer les bateaux de la marine. Oui, Churchill. Alors c'est pas lui tout seul, c'est beaucoup d'amiraux. Alors par exemple, voilà un cas tout à fait emblématique. On sait que la puissance, à nouveau britannique, était conditionnée. L'expression première de sa puissance politique et militaire internationale, c'était la Royal Navy. Voilà. Et
Quelques années, dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, des amiraux commencent à se dire, mais finalement, une chaudière qui marche au fioul, elle est plus efficace qu'une chaudière au charbon. Donc, si je fais fonctionner mes croiseurs, mes destroyers, mes canonnières avec du pétrole, normalement, je vais avoir des bateaux plus efficaces, plus légers, plus rapides. Donc, le premier qui fera la bascule du charbon vers le pétrole contrôlera les mers. Il n'est pas question que ce soit les Prussiens ou les Français ou, à Dieu ne plaise, les Américains qui le fassent avant nous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ces amiraux sont allés voir le lord de l'amirauté, Winston Churchill, qui avait une petite trentaine d'années, je crois, à l'époque, et qui a eu la lucidité et l'audace. On parle d'audace. Je pense que la transition énergétique, aujourd'hui, quand on veut sortir de ce monde-là, l'audace est un élément très important. La lucidité et l'audace. Donc Churchill fait un coup terriblement audacieux. Au lieu de perpétuer l'expression de la puissance à travers les mines de charbon de la Grande-Bretagne, il va se dire, OK, on va miser sur le pétrole qu'on vient de découvrir au Moyen-Orient, à quelques milliers de kilomètres de la mer patrie, pour permettre de perpétuer la puissance de la Royal Navy. D'où le rôle cardinal que, dès cette époque, va jouer le Golfe Persique, le rôle stratégique suprême du canal de Suez, etc., etc. On voit que, à travers ce pari-là, ce sont de nouvelles colonnes vertébrales, en fait, qui poussent, qui se développent et qui vont conditionner le destin de nations prises malgré elles dans ce jeu-là, en Irak, en Perse et ailleurs. De façon tragique, souvent. De façon, je dirais presque bibliquement tragique dans le cas aujourd'hui du berceau des civilisations qu'est la Mésopotamie. L'Irak est aujourd'hui en guerre ou sous embargo depuis maintenant 40 ans. Voilà, ça c'est une leçon aussi intéressante, historico-physique. J'aime pas beaucoup le mot environnement. Le mot environnement, pour moi, c'est comme si ça m'évoque un décor de théâtre. Voilà, ce qui se passe d'intéressant, c'est au centre de la scène. Ce sont des humains qui font la paix, qui font la guerre, qui commercent, etc. Et puis un environnement, il y a un décor. Ça serait bien qu'il soit joli. Non, ce serait bien qu'il soit joli, ce décor. Oui, on a envie qu'il soit joli. Mais on a l'impression, voilà, cette idée que c'est quelque chose d'extérieur, de neutre. Non, une société comme la société irakienne, par exemple, qui est en guerre ou sous embargo depuis 40 années, alors voilà, on retrouve la flèche du temps. Ce sont des choses qui sont tragiquement irréversibles. C'est-à-dire que le dégât qui a été fait, en particulier à partir des années 70, par les puissances occidentales qui complaisamment se sont servis des pétrodollars pour vendre, pour surarmer cette région du globe, c'est quelque chose, voilà, où la flèche du temps, où l'irréversibilité de l'histoire joue à plein. Et c'est un phénomène qui est encore une fois tragiquement naturel. C'est un passage sur l'Irak qui est assez dur, et notamment sur les centaines de milliers d'enfants morts pendant l'embargo, qui auraient été, je mets des guillemets, le juste prix à payer. Non, oui, c'est les bons guillemets, puisque c'est Madeleine Albright qui était en charge de la diplomatie à cette époque, sous Clinton. Et Clinton a pris en cela complètement la continuité de Bush, donc on voit qu'il y a une cohérence, une continuité dans l'exercice de la puissance américaine, et qui, elle, femme, je pense mère de famille, a assumé de dire, de répéter que les centaines de milliers d'enfants prématurément morts de maladies, de malnutrition, de défauts de soins entraînés par l'embargo impitoyable américain sur la nation irakienne pendant plus d'une décennie, était un juste prix à payer. Mais un juste prix à payer pourquoi ? Pour perpétuer l'hégémonie américaine au centre de l'échiquier énergétique et par là économique
et politique mondiale. Toutes les guerres et les conflits du XXe siècle et même jusqu'à aujourd'hui ont au moins une composante énergétique. Bien sûr. À partir du moment où vous avez des chars d'assaut, des avions, une marine fonctionnant de pétrole. Clémenceau en 17, à un moment, on commémore le centenaire de la dite Grande Guerre. Les forces armées françaises, les Français on est un pays où, comme disait Mitterrand, on croit aux forces de l'esprit. Donc on n'a pas forcément vu aussi vite que les Anglo-Saxons ce rôle déterminant du pétrole dans la guerre. En 1917, les offensives victorieuses des armées alliées, et en particulier l'armée française, étaient permises notamment par la cavalerie blindée, les chars d'assaut. Et à un moment donné, les marins qui équipaient les navires citernes qui venaient apporter le pétrole de la Standard Oil au Havre n'osaient plus s'engager à cause des U-boats, n'osaient plus s'engager dans la Manche. Et cette offensive alliée a failli tomber en panne sèche. Et à ce moment-là, Clémenceau, qui n'avait pas du tout jusque-là pris la mesure de l'importance vitale du pétrole dans la victoire, a envoyé un câblogramme transatlantique à Woodrow Wilson, au président Wilson, américain, en le suppliant de faire le nécessaire pour que, dans le choc suprême, il parle comme ça, dans le choc germanique suprême, les chars Renault FT ne tombent pas en panne sèche. Et il a écrit à ce moment-là, dans les guerres de demain, une goutte de pétrole vaudra une goutte de sang. Tous les problèmes qu'on connaît maintenant, ils sont connus depuis l'origine quasiment de la révolution industrielle, la déperdition d'énergie. Tout ça est compris très tôt par une une frange infime, mais des intellectuels, des économistes, des physiciens comprennent très très vite. Alors pour le climat, c'est une histoire qui est plus compliquée, mais pour un problème, mais parce que c'est plus compliqué, mais le phénomène de l'effet de serre est compris dès la fin du XIXe siècle, mais un problème beaucoup plus trivial. Et malheureusement aujourd'hui, parce qu'il est tellement énorme, on n'ose pas vraiment le regarder en face. Le problème de Mad Max, le problème de l'épuisement du pétrole ou du charbon est vu par des économistes très tôt. 1865, la fameuse question du charbon de Stanley Jevons, qui est un des pères de l'économie classique, il dit, il fait ce raisonnement très trivial. Il est britannique, la puissance britannique, il est anglais, repose sur le charbon. Qu'est-ce qui se passe le jour où on n'a plus de charbon? Et il ajoute, probablement ce jour viendra. Et il se trouve que le pic de la production de charbon britannique est intervenu en 1913. Et on peut considérer, on peut parfaitement bien documenter que ce moment coïncide au début du déclin de la puissance britannique. C'est lui aussi qui c'est le paradoxe. Voilà, l'effet rebond. Bien sûr. Le paradoxe. Oui, le paradoxe de Jevons. Oui, c'est l'autre, peut-être l'autre grand piège. L'avantage, c'est que ces pièges n'ont rien de mystérieux. À nouveau, c'est des pièges assez triviaux, hein, c'est assez simple. On peut l'expliquer, le rappeler, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent ce que c'est que l'effet rebond. On peut le rappeler d'un mot. Tout simplement, quand vous améliorez l'efficacité énergétique d'un équipement, une locomotive à vapeur, par exemple, ou une automobile, eh bien, au lieu d'aboutir à une baisse de la consommation d'énergie de toutes les locomotives à vapeur ou de toutes les voitures, vous aboutissez à l'effet inverse. Parce qu'en fait, quand vous rendez des machines plus efficaces, eh ben, la sobriété n'est pas la première réponse. La première réponse dans le contexte où on cherche à maximiser une puissance, quand vous faites une machine plus efficace, vous lui faites tirer des charges plus lourdes, vous la faites aller plus vite et plus loin. Il y a aussi quelque chose qui est assez frappant dans le livre. En fait, c'est une histoire qui est assez sombre, qui est peu connue, qui est beaucoup faite de coups fourrés, d'accords secrets, de manigances. Et c'est une histoire dans laquelle on a vraiment l'impression que tous les protagonistes sont liés les uns aux autres d'une façon ou d'une autre par des liens de parenté ou autres. Et c'est assez fou de voir qu'il y a un fil en fait qui les lie tous. Oui, alors dans le cas américain, c'est assez clair.
Bah, on l'a évoqué tout à l'heure. En fait, la pointe ultime de l'élite WASP américaine, c'est la banque et l'industrie. Et aux États-Unis, l'industrie la plus riche, ça a longtemps été l'industrie pétrolière. Si on regarde les classements des premières boîtes, des premières entreprises américaines dans les 70, vous avez les grandes compagnies pétrolières, Exxon, Chevron, Gulf, et puis vous avez General Motors et Ford qui sont un petit peu liés au pétrole. Et puis à part ça, vous avez des grandes banques, et on a expliqué que les deux plus grandes banques étaient des banques Rockefeller. Donc finalement, c'est vrai que il y a de ça aussi aujourd'hui dans la farce tragique de Trump. Il y a cette volonté aussi de cette classe. On sait que par exemple le plus grand financeur des Tea Parties et de l'extrême droite américaine, ce sont les Koch brothers, les frères Koch, qui sont multimilliardaires, troisième fortune des États-Unis, qui sont des parapétroliers, des pétroliers, des charbonniers. Voilà. Il y a un épisode qui est assez intéressant. Quel lien tu fais entre le pic du pétrole conventionnel aux États-Unis en 70? Là, je suis content, tu m'as très bien lu. Ouais, c'est un moment important. J'ai adoré ce livre. Merci. La fin du système monétaire du coup de l'étalon or et le premier choc pétrolier de 73. C'est un épisode sur lequel j'espère avoir un jour l'occasion de retravailler, parce que je pense que là je suis tombé sur une mine ou un puits de pétrole en l'occurrence, fabuleusement instructif sur notre histoire postmoderne. Notre histoire à nous, celle qui va se jouer. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il se trouve, donc on vient d'expliquer longuement que la puissance américaine se jouait sur sa source de pétrole, puisque les États-Unis ont été et demeurent la puissance pétrolière ultime, parce qu'il y avait beaucoup de pétrole sur le territoire américain, au Texas, en Oklahoma, en Californie, du pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique. Et ce pétrole conventionnel est entré en déclin à partir de 1970, ce qui est un phénomène très fertile quand on réfléchit à l'écologie politique, parce que c'est un phénomène qui a eu des conséquences économiques, géopolitiques, géostratégiques, j'allais dire monstrueuses, je le dis, monstrueuses, énormes, et qui sont au départ fondamentalement un phénomène écologique naturel. C'est-à-dire que comme on parlait de sapiens paysanne, plus vite vous videz un verre d'eau, c'est une palissade, j'aime bien répéter, plus vite il est vide. 1970, les Américains se rendent compte que la puissance pétrolière aux États-Unis, ce qui avait été prédit, ce qui avait été annoncé, mais pas que par King Hubbard. Il y a beaucoup de gens très intelligents, très clairvoyants, qui très tôt ont dit attention, on a un trésor qui est constitué par nos réserves pétrolières, ne le dilapidons pas. Et à partir de 1970, la production américaine entre en déclin. Et donc, je disais, ça a eu une cascade de conséquences. Conséquences géostratégiques majeures, c'est à partir de ce moment-là, ils étaient déjà en place, mais c'est à partir de ce moment-là que les maîtres de la géostratégie au département d'État, au Pentagone, aux États-Unis, se disent il faut vraiment qu'on contrôle le Golfe Persique. Parce que c'est là que sont le reste des plus belles réserves de pétrole au monde. Donc, Al-Qaïda est né de ça. Saddam Hussein, qui a longtemps été un allié américain, les turpitudes de Saddam Hussein sont nées de ça. Et ça nous conduit à ce qu'on sait aujourd'hui. Tout ça, ça prend un essor par le surinvestissement de puissance, la nécessité irrépressible de contrôler le Golfe Persique, comme on dit en anglais, no matter what. Ça, c'est une première conséquence. La seconde conséquence, tu l'as évoqué, c'est une cascade de conséquences économiques au sens plus classique, cette fois. Alors, la fin de l'étalon or en 71, typiquement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup continuer à explorer. Je pense que j'ai juste défriché quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est le moment où, finalement,
Donc jusque là, depuis les accords de Bretton Woods et puis avant, ce qui fondait la valeur d'une monnaie, c'était les réserves d'or des nations qui émettaient cette monnaie. Donc le dollar était indexé sur les stocks d'or américains. Et en 71, Nixon, le 15 août, dans la torpeur de l'été, prend la décision de mettre fin à ça. Et à partir de ce moment-là, finalement, il n'y a plus de limite physique représentée jusque-là par la relique barbare du pétrole, de l'or, pardon. Il n'y a plus de limite à la capacité à créer de la monnaie. La seule limite, on peut dire, ou en tout cas ça mériterait d'être davantage exploré, c'est la source première de la puissance économique, qui est l'énergie, et en particulier le pétrole. Donc, quelque part, on peut dire que l'or jaune a été remplacé par l'or noir. C'est à un moment donné, voilà, en 73, on a le premier choc pétrolier. Il y a une inflation de la puissance économique générée par les pétrodollars. Donc, il y a quelque chose qui se joue là. Ces pétrodollars saoudiens en particulier, sont rebranchés sur Wall Street, délibérément, par Kissinger et des gens qui sont des spécialistes de la finance et qui viennent de l'industrie pétrolière, qui viennent d'Exxon. Dans la décision, dans le prêche en faveur de l'abandon de l'étal en or, il y a beaucoup d'économistes qui sont très proches de l'industrie pétrolière ou de la Chase Manhattan Bank, qui est la grande banque Rockefeller. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là, qui est, à mon avis, pour l'instant, qui mériterait d'être davantage exploré. Mais ça revient à ce qu'on se disait tout au début. La croissance économique n'est quand on parle de croissance du PIB, on parle d'une mesure finalement de l'expression d'une puissance économique. Cette puissance économique, dans un monde où 80% de l'énergie sont des énergies fossiles, a pour source nécessaire de la valeur économique fondamentale l'énergie. Et cette énergie, à 80% dans le monde aujourd'hui, c'est du pétrole, du gaz ou du charbon. Et du coup, depuis 70, enfin entre 70 et 73, on peut dire, c'est une course contre les limites de la croissance. Je crois, ouais. Je crois. Et est-ce que finalement les pétroles de schiste sont plutôt un symbole de l'épuisement? Alors, je vais revenir au pétrole de schiste. Juste, tu évoques ce moment à nouveau. C'est intéressant de continuer à en parler un petit peu. Cette période, ce moment charnière, 70-73. En fait, je me suis aperçu en travaillant sur mon bouquin que, contrairement à ce que l'histoire, le récit historique classique voudrait, le choc de 73, donc on peut rappeler d'un mot, 73, la guerre du Yom Kippour, entre Israël et une coalition de pays arabes, débouche sur la décision par les pays arabes de l'OPEP, en particulier l'Arabie Saoudite, de renchérir le cours du baril. Ce dont je me suis aperçu en travaillant sur le bouquin, c'est que donc le récit classique, c'est de dire, bon, en fait, le choc de 73, c'est un coup de force de princes saoudiens, de princes arabes, drogués à l'argent du pétrole, contre les Occidentaux. En fait, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que la diplomatie américaine, en particulier, et un certain nombre de porte-voix discrets de l'industrie pétrolière américaine ont encouragé cette augmentation du cours du baril. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont encouragé? À cause des limites physiques de la croissance. C'est-à-dire que, voilà, on était en 1970, tiens, la production américaine décline. C'est pas quelque chose qui est passé inaperçu dans l'économie américaine. Comment on fait? On a besoin de développer de nouvelles sources de pétrole. On sait qu'elles existent, on les a repérées depuis longtemps. Malheureusement, elles sont très chères. D'ailleurs, dès 73, dès ce renchérissement historique des cours du baril, qui a tout un tas de conséquences. Voilà, c'est le début de l'endettement massif des pays en Europe, c'est le début du chômage de masse dans un certain nombre de pays développés, en particulier en France, mais c'est aussi, pour l'industrie pétrolière, le début de l'exploitation des premiers pétroles difficiles, chers. Il y a deux zones en particulier dont l'exploitation démarre dès 74. On savait que le pétrole était là, mais auparavant, on ne pouvait pas économiquement l'exploiter parce que le baril n'était pas assez cher. Et le service rendu par l'OPEP à ce moment-là, c'est de permettre
de développer des concurrents à l'OPEP, ce qui est assez paradoxal, mais ce qui l'est moins quand on regarde le simple fait que les deux principaux pays de l'OPEP, l'Iran et l'Arabie Saoudite, sont deux alliés très proches des États-Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, on développe les deux premières sources de pétrole compliquées, que sont la mer Noire, la mer du Nord, première grande zone offshore développée dans une des mers les plus tempétueuses du monde. Donc on comprend bien que c'est un peu un défi industriel à l'époque. Et puis l'Alaska, où à nouveau on est dans des conditions assez hostiles pour travailler, tout au nord de l'Alaska. Donc pour peut-être continuer et te répondre, effectivement, à partir l'âge d'or l'âge d'or de l'industrie pétrolière connaît un moment décisif en 1970 avec le début du déclin de la production du pétrole conventionnel américain. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que d'abord avec la mer du Nord et l'Alaska, mais ensuite avec toutes sortes d'autres formes de pétrole plus compliquées, plus chères à développer. Le pétrole offshore profond, maintenant on parle de ultra deep offshore, voilà. On va aller cueillir des fruits qui sont en haut de l'arbre, on ne peut plus se contenter des fruits bien mûrs à portée de main en bas du pommier. Voilà, on entre dans une nouvelle ère pour l'industrie pétrolière, post-âge d'or, où le pétrole n'est plus l'or noir, c'est-à-dire que n'est plus tout à fait l'or noir. C'est-à-dire que ce n'est plus une source incommensurable de profit. Il faut maintenant investir et investir beaucoup pour aller chercher le baril marginal, la nouvelle source de pétrole, et on va la chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond. Et de ce point de vue-là, pour répondre à ta question, sa réponse est terriblement longue et alambiquée, mais j'espère qu'elle est compréhensible quand même. Les pétroles de schiste aujourd'hui, ce boom du pétrole de schiste aux États-Unis, c'est un symptôme de ça. C'est-à-dire que on savait sans doute qu'on pouvait tenter d'exploiter ces pétroles. Il y avait eu des tentatives dès les années 70, même avant, on réfléchissait à cette source de pétrole, c'est-à-dire le pétrole de schiste, c'est au lieu d'aller chercher du pétrole liquide classique dans des formations géologiques au-dessus de la roche-mère qui produit le pétrole, mais on va aller le chercher directement dans la roche-mère en fracturant cette roche-mère avec des liquides, de l'eau et un cocktail de produits chimiques sous très haute pression. Cet essor du pétrole de schiste, pour moi, alors il y en a certains qui prétendent que c'est une réponse, une solution à la raréfaction du pétrole. Moi, je pense que c'est plutôt un symptôme de cette raréfaction. Ça va se terminer. On n'en sait rien. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir géologiquement où ça va, précisément parce que c'est nouveau. Il est possible que moi je me risque pas à faire de pronostics sur l'évolution du shale oil. D'abord parce que je me suis pas mal planté. J'ai fait partie de ceux qui pensaient que ça serait un feu de paille. L'incertitude demeure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les pronostics de Washington, du département de l'énergie à Washington, les pronostics sont totalement divergents en fonction des conditions économiques. J'observe simplement qu'aujourd'hui, l'industrie du pétrole, de schiste, ne gagne pas d'argent. Elle s'alimente, elle est très endettée, elle fonctionne sur un pari. Il y a beaucoup de paris réussis dans l'histoire du capitalisme, il y en a eu beaucoup qui ont échoué aussi, mais un pari qui pour l'instant n'a pas... Alors, paye dans le sens où il y a une résurgence absolument spectaculaire de la production pétrolière américaine dont personne n'avait anticipé l'ampleur, pas même les meilleurs spécialistes du pétrole à Washington. Eux-mêmes ont été les premiers surpris. Donc là, il y a quelque chose qui quand même doit retenir l'attention. Aujourd'hui, la production américaine est revenue précisément au-dessus de ce fameux pic de 1970. On ne connaît pas l'avenir géologique de ces ressources. Il y a déjà pour le gaz de schiste, donc c'est la même chose, mais sauf qu'on va pas chercher du pétrole, mais du gaz, un certain nombre de zones qui sont en déclin. Donc il y a peut-être un indice là de quelque chose. Et puis il y a cet indice économique qui est que les grandes compagnies qui exploitent le shale oil, le pétrole de schiste, pour l'instant, depuis 8 ans que le boom a commencé, ne gagnent toujours pas d'argent. Et on sait qu'on est dans des conditions où les taux d'intérêt sont historiquement bas, ils vont peut-être le rester longtemps, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est dans une situation assez particulière par rapport à l'histoire monétaire, qui fait que c'est très facile
C'est plus facile que jamais, jusqu'ici, d'avoir de l'argent, y compris pour faire des schémas de Ponzi ou des tontines, des trucs qui carburent à l'endettement. On peut pas situer le pic. Le pic mondial? Ouais. Parce que, en fait, on a tellement parlé de pic et de tellement de dates différentes. Si, on peut se risquer des pronostics. Oui, c'est-à-dire, en fait, il faut imaginer que le pic conventionnel étant passé. 80% de la production mondiale, c'est ce pétrole liquide classique dit conventionnel, celui qu'on exploite en Arabie Saoudite, en Iran, en Russie. 80% du pétrole qui arrive dans les stations-service, c'est ce pétrole conventionnel. Alors, ça dépend exactement de quoi on parle, mais grosso modo, cette production de pétrole conventionnel est sur un plateau, n'augmente plus, en tout cas, depuis maintenant plus de 10 ans. Alors qu'entre-temps, l'industrie pétrolière et gazière a doublé, voire triplé ses investissements dans le développement de la production. Donc là, il y a un symptôme évident. On a une production mondiale qui stagne, alors qu'on a triplé les efforts pour qu'elle augmente. Je prends toujours cette comparaison. Imaginez que vous mettez 3 fois plus d'engrais et que votre récolte reste toujours la même. Vous avez un problème dans la terre, probablement. Ou, il y a quelque chose qui boucle pas dans l'histoire. Donc là, on a cette situation-là. À côté de ça, il y a des développements de pétrole non conventionnels. Le plus spectaculaire et le plus rapide étant le pétrole de schiste dont on vient de parler. Et toute la question du pic pétrolier, c'est-à-dire du moment où on va basculer dans un déclin non pas voulu mais subi, naturel, géologique de la production mondiale de pétrole, c'est est-ce que ces pétroles non conventionnels sont capables de compenser la stagnation actuelle de la production de pétrole conventionnel totale, et c'est là qu'on peut commencer à se risquer des diagnostics, le déclin de beaucoup de zones pétrolifères historiques. On en a une tout proche de nous, on en a parlé, qui est pas si vieille, qui est la mer du Nord, qui est un cas d'école d'un déclin réputé irréversible, si on écoute les géologues, d'une source de pétrole qui a été développée à partir du milieu des années 70, qui a atteint un pic en 2000 et qui aujourd'hui est à peu près à moitié en dessous de sa production de pic de 2000. Mais des zones comme ça sur Terre, il y en a énormément. En fait, plus de la moitié de la production mondiale est soit à maturité, c'est-à-dire soit un maximum indépassable, soit déjà en déclin. Donc, c'est comme si l'industrie courait sur un tapis roulant, toute la question étant, combien de temps on peut maintenir le rythme sur ce tapis roulant. Je fais partie de ceux, peut-être on peut pas ici rentrer dans le détail de tout ça, mais qui considèrent qu'en écoutant, moi je suis ni géologue, ni vraiment économiste, ni vraiment historien d'ailleurs, je suis juste journaliste, c'est-à-dire que mon métier c'est d'essayer d'écouter ce que disent les uns et les autres et d'essayer de faire une synthèse qui me paraisse, en tout cas à moi, faire sens. Et quand j'essaie de faire cette synthèse-là, il me paraît douteux que l'on puisse maintenir la production mondiale de pétrole, même avec du pétrole de schiste aux États-Unis, même avec du pétrole de schiste ailleurs, peut-être en Russie demain, pendant très longtemps. Disons que je continue à penser que l'humanité est sous le risque d'un déclin de la production mondiale de pétrole dans les années qui viennent. Mais quoi qu'il arrive, ça arrivera. De toute façon, ça arrivera. C'est-à-dire que les pronostics les plus optimistes, ceux de l'industrie pétrolière, ceux d'Exxon, tiens, par exemple, placent le pic aux alentours de 2040. Même si c'était ça, même si c'était 2040, je parle même pas du climat. Je parle juste de ce que ça implique pour l'économie mondiale. Même un pic en 2040, non anticipé, non accompagné par des politiques, en particulier des politiques publiques intelligentes, cohérentes, décentes. Même un déclin en 2040, c'est un défi monumental. Si ça intervient dans les années qui viennent, c'est dangereux, c'est juste très dangereux. Juste pour prendre 2 exemples, parce qu'il y a des pays qui ont traversé ça, qui le vivent aujourd'hui. Il y en a 2 qui sont aujourd'hui en guerre, c'est la Syrie et le Yémen. Il se trouve que la Syrie et le Yémen ont tous les deux été des pays producteurs relativement importants. Il y en a un 3e, tiens, c'est le Venezuela. Autre pays voilà. Et où à chaque fois, il se trouve que le déclin de leur production pétrolière, c'est-à-dire le déclin de leur source de devises, de dollars,
est intervenu quelques années avant les crises terrifiantes que ces pays vivent aujourd'hui. Je dis pas qu'il y a un lien univoque, absolu, direct. Pour le cas de la Syrie, que j'ai regardé d'un peu près, mais c'est la même chose pour le Venezuela, le Yémen, je connais un peu moins. On voit très bien le welfare state dans le cas de la Syrie, à la Bachar el-Assad, se déliter à partir du moment où la production commence à décliner entre 2000 et 2002. Eh ben, les subventions sur l'essence s'arrêtent, les subventions sur l'alimentation s'arrêtent. On voit bien là. Et c'est la même chose pour les enjeux climatiques. D'ailleurs, la Syrie a traversé une sécheresse terrible à la fin des années 2000, dont on pense qu'elle est symptomatique du réchauffement climatique. Eh ben, vous avez là des crises écologiques qui mettent sous tension des sociétés qui connaissent déjà des tensions internes humaines, cette fois-ci en dehors de l'environnement, au milieu de la scène de théâtre humain. Voilà, c'est un déclin du pétrole. C'est du danger. C'est du danger. Et d'ailleurs, dans l'intelligence, dans les représentations collectives, c'est un mythe qui existe déjà. Pour notre génération, moi j'ai 40 ans, Mad Max, c'est pas un film qui est passé inaperçu. D'ailleurs, c'est un film qui est sorti en 79 ou 80, au moment après le second choc pétrolier. J'ai trouvé des morceaux de funk, de musique afro-américaine. En 74, il y a un groupe qui s'appelle Tower of Power, qui est un des meilleurs groupes de funk que le bon Dieu nous ait jamais donné, qui chante ça, qui chante There is only so much oil in the ground. Sooner or later, there won't be much around. Donc, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est un problème qu'un enfant de 4 ans est capable de comprendre. Attention, ne mange pas tous tes bonbons tout de suite. Vous voyez? Mais collectivement, pour l'instant, on n'est pas capable de prendre la mesure de ça. Et ça viendra. Nous, Shift Project, on se bat pour ça, et on est nombreux à se battre pour ça. On est nombreux à comprendre, dans notre génération en tout cas. J'insiste sur cette notion de génération parce que les gens qui ont 60, 70 ans ont vécu précisément cette période des 30 glorieuses. C'est très difficile pour eux de se projeter dans un monde qui serait le négatif de ça. Moi, je suis né en 74. Je n'ai jamais entendu que parler de crise. Donc, je sais qu'avant, il y a eu un autre truc. Dieu merci, j'ai pas, quoique, trop subi cette crise. Mais on sait que notre société riche est en crise. Vraiment, une crise, c'est court. Mais là, on a peut-être une crise séculaire. C'est certain. Quand c'est une crise, ça veut dire qu'on revient à un état normal. Ben, c'est un moment de changement. C'est un moment de changement profond. Nous faisons partie des gens qui pensent que avec cette histoire de transition énergétique se joue la crise fertile ou fatale pour nos sociétés techniques avides d'énergie. Et c'est quoi ton sentiment par rapport aux théories de l'effondrement qui prennent pas mal de place en ce moment, mais sur l'idée d'un effondrement de la civilisation industrielle, en tout cas une perte de complexité rapide? J'ai parlé de la Syrie, du Venezuela et du Yémen, donc je pense qu'on a déjà des cas historiques documentés. On peut parler aussi de l'URSS dans les années 90, où il y a une petite histoire énergétique, une petite histoire géologique, physique, naturelle, qui se joue aussi là-dedans. Donc je pense qu'on a déjà un certain nombre de cas documentés récents. Je suis un fan absolu de Joseph Tainter. Je suis assez fier d'avoir fait partie des Français qui ont permis de le faire connaître en France. Donc Joseph Tainter, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a un rendement marginal décroissant de l'investissement dans la complexité. Plus vous complexifiez une société, plus à un moment donné, l'arbre ne porte plus que des fruits malingres. Au début, la complexité permet de résoudre beaucoup de problèmes, et puis à un moment donné où ça coûte trop cher, enfin, la complexité ne fait que qui était censé résoudre des problèmes, ne fait qu'en créer de nouveaux. Il prend l'exemple j'aime bien cet exemple, il prend l'exemple de la voiture hybride.
Il m'arrive de prendre le taxi à Paris quand je suis en retard pour des rendez-vous. On tombe pratiquement les taxis parisiens roulent tous pour beaucoup dans des véhicules hybrides, des Toyota Prius, et je leur demande systématiquement leur consommation. Ils consomment, ceux qui conduisent calmement consomment 4 litres et demi au 100. Ceux qui conduisent, on va dire, normalement, consomment 6, 7 litres au 100. Par rapport à un véhicule de même classe, où est le gain? On a complexifié. On a mis 2 moteurs là où il n'y en avait qu'un seul. 2 systèmes de motorisation là où il n'y en avait qu'un seul. Au passage, on a alourdi considérablement le véhicule avec des batteries énormes. Et donc, le rendement de cet investissement dans la complexité, on peut dire, est faible du point de vue des économies de pétrole. Dans ces mécanismes-là, effectivement, je sais pas donner un point de vue général sur la validité des théories de l'effondrement, mais il me semble évident que c'est une réflexion valide, urgente, nécessaire, parce qu'effectivement, si l'intelligence collective n'est pas capable de faire le retour sur elle-même dont on parlait au début, c'est sûr que il y a un film. Il y a un film qui a un succès énorme en ce moment sur Netflix. Tu voulais parler d'obésité numérique. Le Shield Project a publié un rapport là-dessus où on montre que la vidéo a un poids via Internet. Et Netflix utilise combien? 15% de la bande passante? Voilà. Et alors, je dois confesser qu'on a tous nos contradictions internes. Je suis abonné. J'ai essayé de nous désabonner. Je veux dire que ma petite famille m'a tout de suite dit halte là. Donc sur Netflix, il y a un film qui a un succès énorme, je vous invite à regarder, qui est très rigolo et qui est très sobering, comme on dit en anglais, qui s'appelle Idiocratie, où en fait on explique que grosso modo, je sais pas si ça évoque quelque chose aujourd'hui, mais faute de prédateurs, le darwinisme intellectuel, alors c'est une galéjade, mais bon. Il y a quand même, comme dans toutes les caricatures, un certain fond de vérité. Faute de prédateurs, l'humain se met à surproduire des imbéciles. Ces imbéciles prennent le pouvoir. Et voilà, je vous laisse découvrir le film. Mais il se trouve que depuis Trump, ce film qui est dont le scénario un regain de succès. Ouais, il est sorti en 2006. C'était un scénario des frères Cohen dont je suis un inconditionnel. C'était un petit film qu'ils ont fait comme ça, une espèce de série B qui a pas eu tellement de succès. Il se trouve que le mensuel de la décroissance, on avait parlé, il avait repéré ce film-là, et il connaît un succès tonitruant en ce moment sur Netflix, concomitant avec l'exercice du mandat de notre cher Donald Trump. Parce que on a pris déjà pas mal de temps, mais j'ai encore quelques questions. Est-ce que c'est possible de décorréler le lien entre l'énergie et le PIB? Ça, c'est une question qu'elle est bonne. Croissance verte, tout ça. Eh ben, la démonstration n'est pas faite. Moi, j'essaie de raisonner en historien, j'essaie d'être un peu prudent. Donc, je dis juste que si on considère que la croissance économique mesure un développement de la puissance économique, c'est-à-dire la capacité à faire des choses, à les déplacer, à les compacter, à les refroidir, à les réchauffer, à les transformer, etc. Un flux d'énergie rentre là-dedans. Donc, décorréler, ça paraît très compliqué, la croissance de la puissance économique de la croissance de la consommation d'énergie. A priori, ça paraît être une vue de l'esprit. Donc, à partir de là, on peut réfléchir. Voilà. Malgré toutes les divisions, il y a un truc qui, au moins, Dieu merci, rassemble tous les gens qui essaient de réfléchir un peu sérieusement à la transition énergétique et à l'écologie, c'est la notion de sobriété. La sobriété, alors je parle pas fondamentalement de la sobriété individuelle au niveau des ménages, je parle fondamentalement d'une sobriété, d'une évolution de nos systèmes techniques de façon à ce qu'on les organise pour qu'ils fonctionnent de manière plus sobre. Cette sobriété est une réponse massivement efficace, massivement pertinente pour résoudre le problème posé. Sans doute que elle a beaucoup d'effets récessifs. Et alors ? Et alors, c'est pas le paradigme actuel, mais moi, je suis pour. Hein. Moi, je considère que si il y a un primat du politique sur l'économie, d'abord. La République est supérieure à l'ordre capitaliste, pour moi, fondamentalement. Que si on assure la justice sociale,
qu'on arrive à mettre de la nourriture sur la table, parlons de la France déjà, parce que bon, la complexité du problème de la transition énergétique croît de façon exponentielle quand on regarde au niveau mondial. Mais ce que je viens de dire est une énormité. Mais je dis juste que humblement, j'essaye de me poser les problèmes à l'échelle française, européenne. Déjà, c'est pas mal. On m'a posé la dernière fois la question de la transition au Mexique ou en Chine. Je me risque pas sur ces terrains-là. Mais il me semble, en tout cas, on arrive à documenter au Shift Project que on a des premières marches, des premières réponses qui permettraient de faire un bon bout du chemin au niveau d'une réorganisation de nos systèmes techniques de transport, d'agriculture, du bâtiment, et aussi des quelques usines qu'on n'a plus en France, mais ni en Europe, mais qui seraient nécessaires un petit peu à tout ça. La conclusion, puis je suis un peu fatigué, l'entretien est un peu long, et je pense que je suis pas assez précis dans ce que je dis là. Mais s'il y a une conviction que j'ai très forte maintenant et que je défends, c'est que certes, la sobriété aura des effets récessifs sur un certain nombre d'activités, mais au niveau de nos sociétés, je pense qu'une société qui est plus sobre, au sens paysan, c'est une société qui est plus économe. Alors c'est encore de l'économie. C'est une société qui est plus économe. Pour moi, une société qui est économe, c'est une société qui est beaucoup plus robuste qu'une société surendettée comme la nôtre, qui court après ce miroir aux alouettes de la croissance. Mais du coup, quel levier pour faire bouger les choses à ce niveau-là? Moi, c'est ce qu'on essaie de faire valoir au Shift Project. Il me semble impératif et urgent de commencer par faire ce qu'on n'a jamais fait, ni en France ni ailleurs. C'est un plan. Tracer une route sur une carte. Comment est-ce qu'on peut avoir une conversation démocratique, raisonnable, adulte, pour se dire, OK, les injonctions contradictoires, ça va un moment. On a signé l'accord de Paris, on comprend bien qu'on a un danger mortel à rester chevillé à ces énergies fossiles, qu'on parle de climat ou qu'on parle de Mad Max. On a un double danger mortel. En plus, on n'a quasiment pas parlé, mais cette surconsommation d'énergie a juste quelques effets collatéraux très mortifères également pour ce qu'il est convenu d'appeler notre environnement. Donc, ça serait intéressant d'avoir une conversation démocratique historique, responsable, pour voir comment est-ce qu'on peut faire autrement, tout en permettant aux gens de continuer à se déplacer, à manger 3 repas par jour et à dormir au chaud. Et déjà, ça serait pas mal. On est héritier. Je pense qu'on vit une crise d'adolescence. Mais derrière, il y a un âge adulte. Nous sommes les héritiers de systèmes techniques, de progrès techniques, scientifiques fabuleux. Toute augmentation de la puissance, tout progrès est une arme à double tranchant. Carl Jung, on a parlé Carl Jung, qui est pour moi qui fait partie de mes repères, disait ça. Il parlait de mouvement. Alors, je vais employer un mot à plus de 4 syllabes. Je suis désolé. Non, 1, 2, 3. Énantiodromique. C'est une course en sens inverse. À chaque fois que vous donnez une impulsion, vous avez le yin et le yang. Voilà, vous avez un tourbillon qui part des deux côtés. L'abondance énergétique qu'on vit depuis la Seconde Guerre mondiale a permis d'éradiquer les famines endémiques dans beaucoup de pays, en particulier en Inde, où ces famines, ou même en France, où ces famines étaient immémorielles. C'est pas rien. Et en même temps, cette abondance énergétique a créé une expansion démographique colossale qui elle-même pose plein de problèmes. Donc en fait, on a tout, non seulement les gens qui réfléchissent au risque d'effondrement, mais les gens qui font de la sociologie, les gens qui font de la physique, et tous les savoirs qu'on a accumulés depuis un quart de siècle, depuis 2 siècles, notamment grâce à la révolution industrielle, qui nous a permis d'avoir du temps pour faire autre chose, pour nous éclairer, pour lire, tout à chacun. Aujourd'hui, on a, avec Internet, qui est très vorace en énergie, un savoir incommensurable à portée de clic. On a aussi beaucoup de saloperies, encore l'énantiodromie. Voilà. Ayons une conversation adulte sur, OK, on a un outil
On est des singes sur une fusée. Là, aujourd'hui, on est des singes dans une fusée. Est-ce qu'on pourrait pas devenir des humains dans agir en humain rationnel sur ce vaisseau spatial on a transformé la Terre en un vaisseau spatial ultra technique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois pas beaucoup à la décroissance, au chemin qui est que je trouve admirable, qui est pris par les décroissants purs et durs. J'y crois pas beaucoup à un niveau collectif. Moi, le problème, je me le pose au problème de la société française dans sa globalité. Ne serait-ce que à cause de l'urgence des problèmes posés, on peut pas attendre 3, 4, 5 générations pour avoir une société de cocagne. Non, il faut trouver des compromis avec la technique. Il faut que la conversation démocratique embrasse maintenant la technique. Il y a un phénomène qui est très délétère, il y a un symptôme qui est très délétère, qui est terrible. Le mot technocrate est un mot fondamentalement péjoratif. Or, celui qui a la puissance sur la technique, c'est celui qui nous permet de bouffer aujourd'hui. Juste de bouffer. Donc, est-ce que ce technocrate, on pourrait pas, au lieu de le laisser aujourd'hui agir de manière cryptique dans des lobbies qu'on a raison de craindre par rapport à l'impact qu'ils ont sur le jeu démocratique. Moi, je dirige un lobby. Je bosse avec beaucoup de technocrates bienveillants, ça existe, qui ont des gosses. Je sais pas si vous vous rappelez la chanson de Sting, même les Russes. J'espère que les Russes aiment leurs enfants. Les Russes aiment leurs enfants. Les technocrates aiment leurs enfants. Enfin, on doit avoir une conversation démocratique adulte pour arriver à intégrer, à faire parler la technique dans notre conversation démocratique. On peut pas se contenter de confronter des opinions qui ne sont jamais ou très rarement. Vous voyez, symptôme, on a voté la loi sur la croissance verte. Alors justement, la loi intitulée votée proposition de loi de Ségolène Royal en 2015, juste avant la COP, la loi dite de transition énergétique pour la croissance verte. Déjà un problème sémantique là-dedans, mais bon. À aucun moment, avant ou depuis, on a demandé, par exemple, à France Stratégie, dont c'est le rôle, dire mais est-ce que vous pouvez nous faire un plan, juste un plan, secteur par secteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour le transport, pour le bâtiment? On a mis des objectifs chiffrés qui sont pas le résultat d'une conversation rationnelle, qui sont le résultat d'un compromis à l'instant T entre des gens qui ne sont d'accord sur rien. On a mis des chiffres, mais à aucun moment on a cherché, on s'est même interdit d'aller faire valider, à Dieu ne plaise, ces chiffres par des affreux technocrates, qui eux savent un peu, ils savent pas tout, mais qui regardent au moins, qui se posent des questions, et qui ont, par leur formation scientifique ou ingénieur, il y a beaucoup d'ingénieurs autour du Shift, Jean-Marc Jancovici, le président du Shift, est un parangon, un exemple de l'intelligence qui peut émerger grâce à une approche d'ingénieur. Bah, ce sont des gens qui, de par leur culture scientifique, savent dire « je sais », voilà pourquoi je sais, ou je ne sais pas, et si possible, tiens, je ne sais pas, mais peut-être qu'on pourrait regarder par là, et là on pourrait savoir. Pour l'instant, en particulier en France, où, à nouveau, comme disait Mitterrand, on croit aux forces de l'esprit, on s'interdit de regarder la physique. La physique, même les écologistes craignent ce mot physique, c'est en grec, le mot c'est, en latin c'est nature. C'est la même chose. Voilà. Faire parler la nature, donner la parole à la nature dans la conversation démocratique. On en est loin, c'est urgent, et on fait partie de ceux qui se battent pour que la nature, la physique, ait sa place à travers son expression technique dans ce qu'on fait faire à la société. Et dernière question. Avec l'urgence de la situation et les mauvaises nouvelles qui s'accumulent quand même, comment tu arrives à rester motivé pour faire tout ça? J'ai 2 enfants. Voilà, bonne réponse. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Mathieu Ozano pour ce passionnant entretien et merci encore à vous tous pour votre écoute, votre soutien et vos messages. Vous pouvez soutenir Présage en me mettant 5 étoiles sur iTunes ou en partageant les épisodes s'ils vous ont plu. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite.